Alors, suite à ces trois premières visios que nous avons faites, on a travaillé donc les trois grandes caractéristiques pour rentrer dans cette action du soin vis-à-vis de l'enfant, hein, où il faut quand même développer ce sens de l'observation, ce sens de l'analyse et le sens de la planification pour maintenant passer à l'acte, hein, à l'action et agir. Donc, c'est là qu'on va commencer à traiter, à voir comment, avec le geste, on va pouvoir intercéder sur l'enfant et l'aider. Alors, vraiment, cette partie-là, ce chapitre-là, si on veut faire plaisir, avoir du résultat et se faire plaisir de dire je réussis quelque chose, j'arrive à amener quelque chose à terme, il faut vraiment s'appuyer sur les trois étapes précédentes. Sinon, très rapidement, on va se frustrer. Très rapidement, on va abandonner, on ne sera pas à l'aise. Même si des fois on chante parce qu'on fait un geste rapide, spontané et que c'est marché, et on ne comprend pas parce qu'on n'a pas suffisamment analysé, ben, ce n'est pas grave, on prend le temps et de revenir un petit peu en arrière, on se dit ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et si on ne comprend pas, on pose la question et on essaie de trouver la solution. Ah ben, on est passé par là où il y avait ça et on avance. Mais il faut donner des explications, il faut arriver à justifier ce que l'on fait. Sinon, on ne se sent pas crédible et c'est dommage de ne pas pouvoir justement affirmer son geste. Maintenant, quand on a compris qu'il y avait des troubles dans l'organisme et qu'on voulait intervenir, on a plusieurs façons d'approcher l'enfant. Soit on a vu qu'il y avait des problèmes globaux, hein, je vous rappelle les grandes pathologies qu'on retrouve chez l'enfant, elles vont se retrouver dans 4 grandes familles de mouvements. Soit la descente ne se fait pas complètement, correctement, c'est-à-dire que l'estomac n'accueille pas les aliments et on se retrouve avec des blocages au niveau de l'estomac ou ça régurgite, où la descente ne se fait pas plus bas, donc il y a des constipations, des gargouillis, des spasmes dans le ventre, et il n'y a pas d'élimination vers le bas. Ça, c'est le premier mouvement de descente. Après, il y a les mouvements, si les choses descendent, il faut que les choses remontent. Donc, tous les mouvements ascendants. Ce qui est ascendant, c'est davantage les liquides, tout ce qui a tendance à peser vers le bas. Alors, chez l'enfant, c'est moins marqué que chez l'adulte, mais on va retrouver surtout, pas dans la partie basse, parce qu'il n'est pas très, comment dirais-je, actif dans les premiers mois de sa vie. On le retrouvera plus chez des enfants qui sont en état de marche, donc 2 ans, 3 ans, et qui vont commencer à courir. Et là, on peut retrouver des stases ou des lourdeurs dans la partie basse du corps qui font que il y a une non-circulation des liquides et qui ne peuvent pas monter. Et du coup, on va retrouver des sécheresses dans la partie haute, des poitrines refermées, serrées, comprimées, des enrouements, des problèmes de glaire de la partie haute, parce que les liquides restent en bas. On avait soulevé le problème d'erreurs qu'on pouvait avoir dans des problèmes d'excès de laxatif où on ne s'était pas préoccupé de savoir si l'enfant mangeait correctement et en fait, les laxatifs avaient fini par faire une protrusion des intestins, c'est-à-dire une ptose des intestins, et les intestins ressortaient par l'anus tellement c'était violent chez un enfant de 4 ans. Ça fait partie des non-ascensions, des non-remontées. Donc, on va retrouver ça, mais les signes vont se voir surtout dans la partie haute, où il y aura assèchement. Quand il n'y a pas de liquide là-haut, il risque d'avoir beaucoup de chaleur aussi dans la partie haute du corps. Dans le troisième mouvement, c'est je n'arrive pas à intégrer, à faire rentrer et que ça reste dans l'estomac et que ça se transforme pour pouvoir me nourrir. Donc, je ne profite pas de ce que je mange.
là, ça fait partie du développement de la matière de l'enfant et il y a des carences qui vont s'installer ou des vides au niveau des tissus où on sent que ce n'est pas aussi complet ou nourri. Et puis, il y a des expressions, le quatrième mouvement, c'est l'expression de l'intérieur vers l'extérieur. C'est profiter et utiliser ce que j'ai mis en transformation dans mon corps pour me nourrir. Et là, on va retrouver davantage tous les mouvements de superficialisation, c'est-à-dire des liquides qui vont arriver jusqu'à la surface de la peau pour protéger la peau, pour éviter qu'elle ne flambe ou qu'il y ait une détérioration comme des eczémas, des éruptions, des troubles dermiques, des squamations qu'on peut retrouver parce qu'il y a un assèchement et qu'il n'y a plus de diffusion vers l'extérieur, hein, du côté centrifuge du corps. C'est bloqué. Et on retrouve ça dans la partie haute comme dans la partie basse, hein, avec, par exemple, les genoux qui présentent des dermites et les coudes également. Voilà. Donc, on a ces 4 mouvements. Et dans ces 4 mouvements, on va essayer d'intercéder ou de les aider. Alors, on peut jouer sur des techniques globales, hein, comme on a parlé du bain froid pour rafraîchir, pour faire descendre la chaleur. Très bien, ou boire une gorgée d'eau froide pour intégrer et rentrer. Oui, on peut utiliser ça. Hein, ou de boire quelque chose de chaud pour faire diffuser. On peut utiliser ça. Donc ça, ce sont des techniques dites globales. Maintenant, on peut être un peu plus fin et s'orienter sur quel est le système qui ne permet plus de fonctionner, d'entretenir en fait ces grandes fonctions de la vie. Et là, on va rentrer davantage ce qui organise le corps et ce sont principalement les viscères. Et dans les viscères, on aura des organes et des entrailles. Je vous ai dit, l'organe, c'est l'usine, c'est vraiment celui qui va fabriquer ou construire ou transformer les choses. Ce sont, on a le foie, le cœur, la rate principalement, les poumons et les reins. Et dans ces 5 organes, ils sont tous couplés avec un entrepôt, un hangar, un système qui va être sous la même dépendance, qui va avoir les mêmes fonctions, qui vont travailler ensemble. Et c'est ce qu'on appelle donc les entrailles, des systèmes creux où les choses passent à travers, comme l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, la vésicule biliaire, et puis il m'en manque un, la vésicule biliaire, les reins et la vessie, bien sûr. Voilà. Donc, quand on a ces systèmes, ils doivent être couplés et travailler ensemble. Donc, on a l'entrepôt et on a l'usine et ça va travailler ensemble. Et dans cette désorganisation qu'on peut trouver, par exemple, un estomac qui ne fonctionne pas bien, qui ne peut pas recevoir les aliments, automatiquement, l'usine qui devrait récupérer les aliments pour les transformer et fabriquer du sang, des liquides, ne fonctionnera pas, ne va pas se nourrir. Et donc, si l'usine n'a rien pour pouvoir travailler, ça va râler. Quelque part, il y a quelque chose qui va se désorganiser. Et c'est dans ces rapports qu'on sera obligé d'interférer ou de raisonner sur ça dépend de qui, et où c'est sous quelle obédience, ou c'est sous quelle contrainte, qui est-ce qui gère ça. Et c'est ce qu'on appelle les interrelations entre les organes. Et la petite vidéo que Newt a mis en ligne sur le rappel du vivant, c'est en ça qu'il va falloir faire attention, se dire, OK, je vais stimuler un organe, mais est-ce que je suis sûr qu'il soit bien nourri? OK, s'il est bien nourri, très bien, je vais stimuler pour qu'il soit sûr qu'il fasse son action, qu'il sache quelle est l'action qu'il doit faire et qu'il aboutisse dans cette action. Très bien. Mais aussi, il faut que je sois sûr qu'il nourrisse ou qu'il aide celui qui est en bas dans le système global, qu'il participe à la vie du groupe. Et derrière, je sois sûr qu'il respecte un ordre logique. Alors,
cette interrelation, je vais vous donner quand même l'exemple de la cuisinière. On va reprendre la cuisinière avec ce frigidaire qui est plein de victuailles. Elle va transformer les aliments pour pouvoir nourrir la famille. Ça, c'est l'action. Donc, on a celui qui va alimenter la cuisinière, c'est le frigo, et l'action qui va être de nourrir la famille. Et à travers ça, ça donne une participation à la bonne humeur de la famille, à la croissance, au développement de la famille. Et puis, elle va respecter des consignes, un ordre précis du menu. Si jamais, dans mon travail de soutien où je veux aider la cuisinière à mieux travailler, il faut que je sois sûr que mon frigidaire soit plein. Première chose. Il faut que je sois sûr qu'elle ait compris qu'elle va alimenter non pas une personne, mais qu'à table, il y aura 5 personnes, parce que le repas ne sera pas le même. D'accord? C'est comme une activité physique. Je ne vais pas me nourrir mes muscles de la même façon si je reste assis toute la journée ou si je fais du sport. Donc, la demande sera, ou l'action sera différente. Le fait que ce qu'elle va donner à manger à la famille, ben, ça va aussi participer à la bonne humeur de l'ensemble de la famille. Et puis, la règle qu'elle doit supporter ou subir ou respecter, ben, c'est le fameux menu ou la gestion des aliments. Imaginons qu'elle reçoit des consignes d'un menu à faire, mais c'est un grand chef cuisinier qui lui a donné des consignes pour pouvoir faire le menu pour 5 personnes. Mais quand elle va voir toutes les consignes à faire, elle va prendre panique. L'ordre qui est là pour la gérer, il est trop excessif, donc elle ne pourra pas travailler correctement. Ben, les organes, ça va être la même chose. S'ils ont des ordres qui sont trop contraignants, ça va les limiter, ça va le bloquer, et puis il ne pourra pas avoir une action efficiente, de qualité, harmonieuse dans tout le système. Donc, on va s'entraîner à observer ça et à regarder et à argumenter. Et pour quels que soient les systèmes organiques, on aura ce rapport-là. Une fois qu'on a compris ces interrelations, ils sont des producteurs. On transforme pour produire quelque chose. Et ce que le corps a besoin, c'est ces fameux substrats, donc le sang, l'énergie, les souffles, la qualité, les dénutriments, c'est des espèces d'essence, les liquides organiques. Et puis, bah, ça fait du bien au moral, de bien manger, de bien se nourrir, de bien distribuer. Donc voilà déjà le sur quoi on va travailler. Et dans notre approche, on peut aussi s'intéresser aux grandes fonctions. C'est-à-dire que quand on s'observe, nous, déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal, c'est de voir, est-ce que ma digestion fonctionne bien? Est-ce que ce qui rentre et ce qui sort est de qualité? Si je vois que ce que j'ai donné à l'enfant, bah, une partie est rejetée, ou que quand ça sort à l'extérieur, bah, c'est bleu, et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que la transformation dans la chaîne, il y a quelque chose qui déroge à la règle. Et donc là, je vais m'inquiéter. Ça, c'est partie d'une des grandes fonctions du corps. Autre fonction du corps, c'est le sommeil. Le sommeil, il doit être aussi de qualité. Alors, encore plus chez l'enfant, parce que l'enfant, il se construit la nuit. Il se construit comme nous. Nous, quand on fabrique notre sang, nos liquides organiques, c'est la nuit. Le jour, notre énergie, notre dynamisme, il est dans les muscles, on bouge, on court, on est intellectuel, on est dans nos sens, nos organes des sens. Et la nuit, tout va rentrer à l'intérieur et ça, on va se construire, on va se nettoyer. Et nos organes se nettoient. Et c'est pour ça qu'on a des gastro la nuit. C'est pour ça que des fois, les enfants, ils se lèvent, ils vomissent en pleine nuit. C'est parce que justement, toute l'activité du jour est partie à l'intérieur et va faire du tri. Et s'ils ont mangé quelque chose qui n'allait pas, eh ben, ils vont le rejeter dans la nuit. Donc, ils vont vous déranger, ils vont vous réveiller. Pour ça, ça arrive surtout dans les enfants de 3-4 ans, 5 ans, quand ils ont ces gastro nocturnes. C'est parce que le corps fait du nettoyage. Donc, le sommeil va être important. Et puis, la dernière grande fonction pour l'enfant, ben, c'est la croissance. Est-ce qu'il arrive à grandir harmonieusement avec, bien sûr, des axes privilégiés? Il y a des enfants qui, tout de suite, courent, sautent, bondissent, grimpent partout. Et puis d'autres qui parlent correctement comme un adulte, mais alors, ils ne sont pas capables de sauter une marche. Mais ce n'est pas grave. Après, ils vont rattraper. Chacun
chaque enfant va prendre ce qui lui plaît pour grandir au départ. Et si on voit qu'il y a une croissance régulière sur les différents atouts de la vie ou outils de la vie, moi, ça va. Mais il y a des fois, ça s'arrête parce qu'il n'y a pas de transformation nécessaire, la nutrition n'est pas, on n'en tire pas profit, l'enfant n'en tire pas profit, et du coup, il y a des retards à la croissance. Donc, voilà déjà sur le quoi on va travailler et sur quoi on va agir pour pouvoir aider l'enfant. Alors, quand on voit un enfant, mais comme pour un adulte, quand on commence à ne pas être bien, c'est qu'on ne respecte pas certaines lois ou déroge à des lois. Mais ces lois, elles sont imposées par quoi? Elles sont imposées par le fait qu'on vive sur la Terre et qu'on est appuyé sur de la matière et qu'on est stimulé par le soleil avec de l'énergie. Et on est un carrefour entre ce que l'on reçoit du ciel pour nous stimuler et puis ce qui nous nourrit de la Terre. Et vous le voyez très bien, quand on se retrouve avec quelques semaines ou quelques mois avec des nuages, on voit le temps gris, regardez comme le dynamisme chute, et puis on se rabougrit et on fait la tête, on n'est pas content. Donc, on a besoin de ce stimuli céleste du ciel, comme on a besoin des nutriments de la terre, comme on a en fin d'hiver cette envie de manger des crudités. On a envie de dire il me faut du vivant parce que j'en ai marre de manger du cuit, du bouilli. Oui, et c'est normal. Donc, on est vraiment dans cette confluence des deux stimulations. Et l'enfant, quand on comprend son organisation, quand on voit que pendant toute la gestation, il n'a rien fait. Il était tranquille, la maman lui a apporté de la nourriture. Allez, allez. Et lui, parce qu'il avait un ordre interne qui lui a dit, ça je le place là, je te fais le bras, une main, et ainsi de suite, les organes. Il s'est construit avec tous les apports qu'on lui apporte. OK. Mais il n'a pas eu à digérer, il n'a pas eu à transformer, il n'a pas eu à respirer, il n'a pas eu à dormir. Il se débrouillait comme ça, il vivait tranquille à son rythme. Voilà. Sauf que quand il arrive à l'extérieur, quand il sort dans la vie, eh bien, il se retrouve dans un milieu où il fait froid, il y a du bruit, il y a de la lumière, ça devient agressif, et là, il va falloir changer. Et puis, il y a quelque chose qui se met en route dans son corps, il y a un clapet au niveau cardiaque qui bascule et qui ferme le cœur, qui fait deux parois, deux structures différentes, et la respiration démarre. Et quand la respiration démarre, le système digestif démarre. Et il va commencer à mettre en route un transit, il va dégager le colostrum, il va vider tout son tube digestif qui était protégé, et il va commencer à digérer. Et là, c'est complètement différent. C'est lui qui doit se construire en fonction de ça. Donc, la digestion, elle va être primordiale pour se construire, pour aider. Et grand nombre de troubles vont être liés à cette fameuse digestion, parce qu'elle sera difficile ou elle sera plus ou moins acceptée, tout ça. Et puis, elle sera liée aussi à notre inquiétude. Notre inquiétude parce qu'on n'accepte pas que l'enfant ne prenne pas le bibi entier. On dira, comment ça, il n'a pris que 50 grammes à la place de 150 ou 100? Oui, c'est des fois, il n'a peut-être pas envie, et puis on n'est pas là à répondre à une mission, dire il faut qu'il prenne ça, il faut qu'il prenne ça. Ça s'appelle du gavage dans le Gers. Hein, forcer l'enfant à manger plus qu'il ne faut. Faut pas, mais vous, c'est pareil, des fois, vous ne finissez pas le plat. D'accord? Des fois, vous dites non, j'ai pas faim, à midi, j'ai pas envie de manger. L'enfant aussi, il peut avoir ça. Si c'est une fois, c'est pas méchant. Si c'est répété, là, ça devient plus inquiétant. On a, quand je dis répété, c'est si vous voyez que 2, 3, 4, 5 fois d'affilée, il ne mange pas, là, il y a un souci. Mais si c'est 2 fois d'affilée, ce n'est pas grave. D'accord? Vous pouvez sauter 2 repas. Hein, il ne va pas se déshydrater pour autant, et puis on va le surveiller. Ou à la rigueur, on va lui donner de l'eau, quelque chose de plus digeste, pour l'aider. Quand on est face à un enfant, et moi personnellement, quand je suis face à un enfant, j'essaie toujours de comprendre ce qu'il peut vivre, ce qu'il peut ressentir. Dire, quand on pense à l'alimentation, quand il a toujours le même repas qui arrive, parce que c'est toujours le même lait,
Eh bien, j'imagine très bien que je ne supporterais pas de manger toujours la même chose. J'aimerais bien qu'on diversifie un petit peu. Parce que le lait maternel, il est diversifié. Du fait que la maman mange bah, pas toujours les mêmes plats, les mêmes saveurs, et du coup, il y a une variation qui se fait dans l'apport alimentaire. Alors, quand on donne des laits maternisés, c'est toujours la même chose. Je n'ai pas fait l'expérience, mais ça serait intéressant de dire, bah, tiens, on va mettre un petit parfum en plus, un petit peu de safran, un petit peu de quelque chose qui change un tout petit peu la saveur, le goût, pour voir ce que ça ferait sur un lait. Ce serait intéressant de voir quelqu'un qui voudrait jouer le jeu et voir si l'enfant ne digère pas mieux. Parce que ça aussi, ça éveille les goûts. Ça donne, même si le support est le même, le fait qu'il y ait une saveur différente, ça va stimuler. Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre beaucoup, mais c'est juste mettre quelque chose qui remet en mouvement. Alors, j'en reparlerai d'après, de toute façon, de saveur. Donc, on a cette notion de relation avec la nourriture qui va nous faire grandir. Donc, on a automatiquement une attention sur l'interne et on va modifier les apports internes. On va modifier ou on va régler ou on va harmoniser les apports internes. Par rapport à des conseils, par rapport, il faut rassurer, il faut regarder et puis pas se fixer sur des devoirs ou des règles qui ne servent à rien, quoi, hein. Une règle pour les adultes qui est de vigueur et ça fait plus de 50 ans que tout le monde pense qu'il faut boire pour éliminer. Je vous rappelle que c'est quand même Vittel qui a sorti ça et pendant 50 ans, c'est toujours ancré. Et quand vous parlez avec des néphrologues, ils vous disent ne buvez pas trop. Et les autres médecins, ils disent buvez, buvez, vous allez éliminer. Et les néphrologues, ils disent surtout pas. Vous allez casser vos reins. Et bien sûr, on casse les reins. Et les gens, après, ils ont des reins fatigués et on n'a jamais eu autant de centres de dialyse actuellement. Donc, peut-être qu'on n'avait pas autant de centres de dialyse il y a 20 ans. D'accord, il y a 30 ans, dans la région, on n'avait qu'un centre à Montpellier. Et puis maintenant, on en a 3 centres sur dédiés. C'est énorme, énorme. C'est qu'il y a un problème au niveau de l'hydratation. Donc, attention aux principes. Essayez-vous de vous faire vos principes et de respecter. Et puis, on est tous différents. On n'est pas tous, on est nés de cultures différentes, de, de coutumes différentes. Les gens du Nord vont manger plus facilement du beurre, et puis les gens du Sud vont manger plus facilement de l'huile d'olive. Et les enfants, ils seront éduqués comme ça au beurre, d'autres à l'huile d'olive. C'est pareil, il faut accepter ça. Donc, ne mélangeons pas toutes les cultures, il faut les accepter. Ça aussi, ça nous aide. On est habitué à telle ou telle culture, et les enfants, ils font pareil. Donc, pas d'a priori. Et puis, cette relation au monde extérieur, il y a cette relation tactile. L'enfant, quand il va commencer à s'asseoir, la première chose qu'il va faire, il va observer ses mains. Et les mains, en fait, c'est le rapport au ciel. Et quand on parle en médecine chinoise de la position anatomique, on met toujours les mains au ciel et puis, en fait, l'énergie va rentrer par là. Et le monde extérieur, les premières informations, elles vont rentrer par les mains. Le toucher, l'amener à la bouche, ce sont les mains qui vont amener. Et on va avoir un hyper-développement au niveau des mains. Et toutes les informations vont se retrouver dessus. Et une grande partie des traitements vont se faire à partir de la main. On aura des zones réflexes aussi dans le corps qui vont permettre d'agir et sur le corps, mais également sur les pieds, mais beaucoup moins que la partie haute. Quand on masse, quand on va agir sur ces zones, le but n'est pas de masser pour faire du bien. Je ne dis pas que c'est pas en ça qu'on va regarder. Ce qu'on veut faire, c'est changer l'ordre des choses. C'est-à-dire que le tissu, il est bloqué, il ne respire pas bien, il n'a pas sa fonction normale. Il va falloir qu'on l'éveille, qu'on le rouvre, qu'on lui redonne sa vitalité pour qu'il soit plus perméable aux informations. Et le fait qu'on touche, on va stimuler un éveil. Alors, on va passer par la main, mais en passant par la main, il va y avoir
toute une série d'informations qui vont circuler dans le corps, entre le haut et le bas, mais également avec la tête, avec les organes. Et ces stimulations vont favoriser justement notre action sur le corps. Dans les manœuvres qu'on va utiliser, on voit beaucoup d'écoles ou de techniques où on fait du massage pour les bébés. Alors, c'est très bien le massage pour les bébés parce que ça va éveiller le tissu globalement. On n'est pas dans de la thérapeutique, on est dans l'ouverture corporelle de l'enfant, sensorielle, c'est super. Mais c'est du massage tissulaire global. On n'a pas de visée thérapeutique ou de visée de modification d'une fonction dans le corps. Uniquement une découverte du corps, une partie du corps qui ne travaillerait pas trop. Par contre, nous, dans ce qu'on préconise, c'est justement des stimulations. Et les stimulations vont se faire par des gestes répétés. On va parler de la main. Au niveau de la main, vous avez 5 doigts. Et on a parlé de 5 organes. On a parlé de 5 grandes fonctions de la gestion de la vie. Et chaque doigt va correspondre à un organe. Si je prends le pouce, lui, il va correspondre à la rate et l'estomac. Si je prends l'index, il va correspondre au foie. Si je prends le majeur, il correspond au cœur. Si je prends l'annulaire, il correspond au poumon. Et si je prends l'auriculaire, il correspond au rein. Attention, quand je parle avec le terme d'organe, poumon, foie, rein, rate, je parle avec une connotation orientale. Je ne parle pas qu'avec une connotation occidentale. C'est-à-dire que je parle avec toutes les correspondances qui vont être attachées au rein. Par exemple, si je parle du rein, le rein, ok, c'est la filtration des liquides, c'est la réabsorption des liquides dans le corps. Très bien, ça c'est la partie physiologique occidentale qu'on connaît bien. Mais c'est aussi lié à la gestion de toutes les sidérations. C'est-à-dire, ça permet de gérer la peur ou de ne pas la gérer, s'il va bien ou s'il ne va pas bien. C'est la gestion du froid, c'est une sidération, le froid. Tout ce qui est bloqué, à l'image du froid, c'est le rein qui doit faire ça. Vous voyez très bien que quand les reins sont solides, la personne, elle peut entreprendre des choses. Elle n'est pas sidérée dans une inactivité. Ces expressions populaires, elles sont de rigueur, elles sont justes, elles sont vraies. Les reins, ils sont faits pour pouvoir justement passer à l'action, outrepasser la sidération, le fait de ne pas vouloir bouger, pas bouger. Mais également, ça permet, quand on se concentre, pour pouvoir entrer dans le sommeil. Ça fait partie aussi de la fonction du rein. Mais également de remonter, de démarrer tout doucement et puis remonter. Exactement à l'image de ce que l'on vit en hiver où on plonge et puis après on remonte avant que le printemps arrive et puis progressivement. Ça fait partie du rein. Donc, vous voyez, quand on parle d'organes, on est déjà dans une connotation beaucoup plus large et on ne reste pas sur quelque chose de physiologique. Mais c'est aussi plus simple. C'est plus simple parce qu'on n'est pas à regarder comment ça se passe au niveau du glomérule du rein ou du tubule. On n'a pas besoin de savoir tout ça. On s'en moque. En fait, on va comprendre que le rein va gérer tout ce qui permet de concentrer ou tout ce qui peut gérer la non-concentration. À ce moment-là, OK, on a compris. On sait. On parlait j'ai vu la petite Luce ce week-end, avec un petit retard. Apparemment, les dents ne veulent pas sortir. Ah oui, c'est l'émergence. C'est le rein qui doit pousser vers l'extérieur. C'est lui qui va donner cette impulsion. C'est parce que c'est bloqué dans le fond et maintenant, il faut redémarrer. Mais c'est comme le germe de la graine qui va pousser et qui va soulever la pierre. C'est cette puissance-là. Et ce sont les reins qui font ça. Donc, on a pensé que l'apprentissage de cette connaissance large des organes, des entrailles, va vous ouvrir à quelque chose de plus simple dans le raisonnement. Parce qu'après, on comprend l'image. Après, ça va très vite. Donc, on va traiter. Donc, si on a besoin de traiter le rein, on travaillera sur le petit doigt. On va pouvoir solliciter ça. Dans
les techniques qu'on va utiliser, on a des techniques de traits tirés. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des zones plus globales pour relancer les mécanismes. Par exemple, le fait de tourner dans la paume de la main, comme ça, c'est quelque chose de très harmonisant. C'est très calmant. Quand on ne sait pas ce qu'est un enfant et si on veut le calmer, ben, le fait de masser du pouce, index, majeur, petit doigt et puis retourner, c'est calmant. Alors, on peut lui prendre les deux mains et les faire en même temps, on en fait une après l'autre, et on arrive à l'apaiser. Et dès qu'il est énervé, ben, il y a trop de chaleur à l'intérieur du corps, hein, c'est l'intérieur, c'est ce qui est fermé, ben, on dégage cette chaleur, on fait des picotis comme ça, on tourne, on libère cette chaleur, ça permet de souffler, de lui donner un peu de liberté et relancer des liquides dans le corps pour que ça se calme. Après, il y a des techniques au niveau du poignet, des techniques au niveau de l'avant-bras, qui sont basées sur des traits tirés, sur des zones réflexes, sur des actions globales dans le corps qui vont agir relativement rapidement. Alors, si on lit les textes chinois, on va avoir des textes qui vont vous dire qu'il faut faire des techniques 200 fois ou 250 fois. Je pense que c'est un certain nombre de fois, c'est mieux. Pas une fois, pas deux fois, mais bon, quand on est entre 30, 40 et 50 fois, c'est pas mal. Mais ce qui est mieux, c'est d'observer et de voir que l'observation va vous donner des informations différentes entre le début et la fin de la technique. C'est-à-dire, si je commence et que je vois que le doigt est humide et que ça accroche et qu'à la fin, je sens que le doigt il s'est libéré, que ça devient tout doux, que c'est agréable, oh, c'est très bien. Mais en plus, je vais pouvoir vérifier sur le corps si ça a marché. Je vais valider ça. On en reparlera la prochaine fois. Donc voilà, on a ces techniques-là, et puis on va avoir des techniques plus globales, plus axées sur le tronc, où on est plus en rapport avec les organes, en plus en direct, pour pouvoir travailler la structure organique elle-même, ou l'entraille en fonction. Alors soit on travaille sur la colonne, soit de part et d'autre de la colonne. Il y a des techniques de percussion, on travaille tout doucement de part et d'autre de la colonne pour libérer, pour débloquer, pour relancer la stimulation. Dans l'enfant, il s'ouvre au monde extérieur. Et ce qui va ouvrir au monde extérieur, c'est déjà les organes des sens. Et en dehors du toucher, l'autre organe des sens, les autres organes des sens, ils sont au niveau du visage. Donc on va avoir plein de petits points, de zones à travailler au niveau du visage pour pouvoir ouvrir à cette connotation au niveau des organes des sens, à l'ouvrir au monde extérieur. Massage autour des yeux, en dessous des yeux, au niveau des narines. Voilà. Il y a des points spécifiques qui permettent de libérer, de dégager, de désobstruer. Et surtout d'éviter que ça se bloque au niveau de la tête, d'éviter que ça se congestionne de trop et que la chaleur vienne en excès dedans. Et on sait très bien que la grande crainte de la fièvre, c'est d'arriver à ne plus avoir de liquide et d'avoir des chaleurs qui augmentent, et plus ça va augmenter, plus ça va créer des convulsions. Voilà. Donc, on ne veut pas de ça. Donc, pour dégager ça, il y a des systèmes qui permettent de se désobstruer et de dégager ça vers le bas. Et puis, il nous reste le final de tout ce qui doit descendre, ce sont les jambes et les pieds. Il y a quelques techniques, mais beaucoup moins que dans la partie haute du corps, hein, puisque en fait, c'est le filtre qu'on doit d'abord travailler. Et la réception en bas, ça se fait sur 2-3 techniques qui vont permettre d'accueillir ce qu'on a mis en mouvement à partir du haut. Les techniques qu'on utilise, donc j'ai vu, je vous ai dit, donc on a des traits tirés comme ça, on a des techniques de pincer, mais aussi on a des techniques de friction. On va frotter pour pouvoir libérer, pour stimuler, pour éveiller l'enfant, pour lui rappeler qu'il y a une région qui doit travailler. Alors, c'est vrai que quand on pense au départ massage, on pense le tissu, que ça soit agréable et tout ça. Quand on parle en médecine orientale du massage, c'est restaurer la fonction de la zone dans son travail, dans son action. C'est-à-dire que si je prends le point d'acupuncture, parce que c'est souvent ça qu'on parle, dont on parle dans la médecine chinoise, mais on n'a pas beaucoup de points d'acupuncture chez l'enfant, on a surtout des zones, d'accord, et on ne pique pas l'enfant. Donc, ce sont plutôt des zones qu'on va travailler. Mais cette zone, en fait, c'est un carrefour. C'est un carrefour qui ne fonctionne pas.
C'est un carrefour où tous les feux rouges sont mis en route, et du coup, tout s'arrête et ça se bloque. Donc, il faut restaurer la circulation localement, aussi bien dans le sens haut-bas que droite-gauche, que intérieur-profondeur. Il faut que tout ça devienne tout souple et que les échanges se font. Et une fois que le tissu a retrouvé son aspect, waouh, ça passe et ça se dégage. Et la circulation reprend son cours. Il n'y a pas de souci. Après, on va regarder si elle aboutit là où elle doit aboutir, ou est-ce qu'il y a un autre carrefour qui bloque et on relance la circulation de la même façon. Donc ça fait partie de l'objectif des techniques que l'on va mettre en place. Donc on a ces frottements, on a des techniques de décollement. On va utiliser aussi des techniques, on va prendre la peau, on va tirer dessus, ou on va tirer pour amener quelque chose quelque part, ou pour vider quelque chose, pour le dégager, pour créer un vide. Un petit peu comme si au carrefour, j'ai un camion qui est en plein milieu, je prends le camion et je le dégage. Allez, hop. Et comme ça, le vide va ramener les choses. Cette notion de vide est une notion qui, pour nous occidentaux, n'est pas rassurante au départ. On a toujours l'impression que le vide, c'est pas bon, quoi, et on veut remplir. Pour les Chinois, le vide, c'est la solution de sortie. Et vous savez très bien, quand vous voulez ranger une pièce, quand vous voulez ranger la cuisine, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous videz la poubelle, d'accord? Vous dégagez la table, vous dégagez l'évier, vous faites un vide, d'accord? On se crée un vide pour pouvoir commencer à ranger les choses. Si vous ne créez pas ce vide, c'est pas bon. Jamais vous prendrez une feuille de papier avec des choses écrites pour commencer à écrire un courrier. Vous prenez une page blanche, vide. Et en fait, cette notion de vide, on va le faire aussi en soi. On va utiliser les vides pour pouvoir entraîner des mouvements, redonner un aspect circulatoire et non pas chercher à combler, à combler, à combler. Et c'est pour ça que le fait qu'un enfant ne mange pas un peu une fois ou qu'on espace ou qu'on lui donne plus fluide, moins épais la nourriture, ça crée un vide et ça permet justement de donner ce qu'on appelle une vacuité, c'est-à-dire une liberté, un espace dans lequel on peut rentrer, on peut faire quelque chose, allez, on peut bouger. Voilà, c'est parfait. Et, en fait, à ce moment-là, l'enfant, ça y est, il est reparti. On lui donne de la vitalité. Et dès qu'on va remettre quelque chose qui va combler ce vide, on frôle la catastrophe s'il ne sait pas le gérer, s'il ne peut pas le gérer. Donc là, il va retomber malade. Donc toujours un petit vide est important. Mais vous le savez, quand vous faites un repas de famille, pris par l'élan, on mange, on mange, on mange, et après, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Allez, jusqu'au gâteau au sucre, sucré qui arrive à la crème, où tout le monde répond « Ah non, ça va, j'ai assez mangé. Pour se faire plaisir, j'en prends une petite lichette, allez. » Et tout le monde prend la petite lichette. Et puis le sucre, il dilate, donc ça vous laisse de l'espace. Et là, la deuxième phrase que vous dites, « Il était bon ton gâteau, j'en reprendrai bien un morceau. » Et là, vous comblez tout, et là, vous êtes fini à la Badoie ou au Perrier, parce qu'il faut mettre des bulles, il faut que ça bouge, il faut que ça brasse. Alors, un thé vert très fort, très amer, ou un café vert, pour faire descendre. Il faut purger, il faut créer du vide. Et vous vous sentez bien. Ou alors, vous allez marcher pour essayer de faire descendre, pour tomber, pour que ça se débloque. Donc, l'enfant, c'est pareil. Donc, il a besoin d'avoir un peu de vide. Donc, si on ne lui donne pas tout le biberon, parce qu'on sent qu'il ralentit, c'est pas grave. S'il le réclame, il le rattrape, pas de problème. Ou s'il attend un petit peu avant que ça passe, c'est qu'il attend un peu de vide. Donc, ok, habituez-vous à ce qu'il y ait du vide. D'accord ? Le vide est constructif. Il ne faut pas en rajouter, en remettre. Dans les techniques, au départ, on a toujours peur de mal faire. On se dit, oh, je ne sais pas faire, est-ce que j'ai fait bien et tout ça. L'idée, ce n'est pas de faire le geste qui importe, c'est d'observer ce qui se passe quand vous faites le geste. Le fait d'observer que vous frottez et que vous avez une peau humide au départ et puis que tout doucement elle vient sèche, c'est que votre geste il est parfait. D'accord ? Plus vous allez observer, plus vous allez vous adapter au geste. Si vous pensez à ce que vous faites, c'est bon, ça ne va plus, quoi. Je vous donne encore un exemple. J'ai plein d'exemples pour vous faire expliquer les choses. Vous remplissez une bouteille
hein, avec un verre. Tant que vous regardez le goulot, le trou du goulot dans le vide, impeccable. Si vous commencez à regarder le bord, allez, vous en mettez partout. C'est pareil. Si vous commencez à penser au dur et pas ce qui se passe dans le vide, ce que vous cherchez à sentir, eh ben, c'est cata, ça ne marche pas. Et si vous vous concentrez dessus, tout de suite, ça vient. Mais nous, les professionnels du soin, du massage, on sait très bien que quand on fait un point d'acupuncture, si à ce moment-là, on nous pose une question et qu'on répond à la question, on peut masser encore 10 minutes. Hein. Ça ne marche pas. Par contre, si on se concentre sur le point, des fois on se concentre, on peut bien sentir la notion de vide qui arrive, et à ce moment-là, tout de suite, le point se réagit. Ça marche, on est en accord. Alors non seulement on est en accord avec le tissu, on en communique, mais on a créé un vide, et ce vide est hyper important. Donc, il n'y a pas à avoir de peur de ne pas bien faire ou bien faire, c'est juste votre expérience. Et puis, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, au fur et à mesure, votre geste va s'améliorer. On a tous notre façon de masser. Je veux dire que mes collègues qui sont là, ils ont une façon de technique et jamais, mais jamais je leur dirais que ce qu'ils font, si ça marche, c'est mauvais. Si c'est leur façon de masser, s'ils préfèrent y aller très en douceur, très superficiellement ou très en profondeur, peu importe, si ça marche, c'est parfait. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans les 5 techniques d'observation, d'analyse, de planification, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui coince. Donc, on y revient et après, on ajuste et on avance. Alors, notre approche du soin chez l'enfant va changer quand même dans le massage parce que entre un enfant qui est de 0 à la naissance jusqu'à 18 mois, c'est un petit bébé, c'est tout mou, tout est regroupé, ça se développe, ça grandit, c'est incertain, tout ça. Mais dès qu'il va commencer à courir, à marcher, à découvrir son corps et à commencer à avoir de l'indépendance, à toucher à tout, mais l'organisation est un petit peu différente. Et puis, les pathologies sont aussi différentes parce qu'au départ, le nourrisson, il ne devrait pas avoir de bleu si vous ne lui avez pas fait tomber le biberon sur la tête. Vraiment. D'accord. Mais normalement, il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de traumatisme. Tandis que les petits, après, ils tombent, ils se cognent sur la table du salon, ils tombent du lit, ça y est. Et on a des bosses, on a de la traumatologie. Et les techniques vont changer, et les outils vont changer. Et on a toute une chapelle de techniques pour pouvoir traiter ces petits bobos et puis aider à ce que ça se passe le mieux possible et que ça se digère le mieux possible. Mais voilà, et de 2 ans à 7 ans, il y a le temps pour pouvoir avoir à s'entraîner sur la traumatologie. Alors, chose qui est rassurante, c'est que la traumatologie, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, c'est quasiment la même chose. On fait quasiment les mêmes traitements. Donc, ce sont des traitements qui nous permettent de comprendre comment on peut restaurer quelque chose qui s'est arrêté par un hématome, par une coupure. Donc déjà, on a 2 approches qui sont différentes au niveau du geste chez le petit enfant et le grand enfant. Et l'enfant de 6 à 7 ans, on peut encore travailler sur les doigts. Après 7 ans, c'est déjà plus difficile. Mais jusqu'à 6 ans, 7 ans, on peut travailler encore sur les doigts. Il a exactement les mêmes techniques. Il a gardé encore en mémoire cette organisation du corps, bien qu'il arrive à une maturité neurologique et puis des méridiens d'acupuncture qui soient pratiquement achevés, mais il a encore en mémoire ce passage-là. Les choses ne s'arrêtent pas du jour au lendemain pour démarrer comme ça. C'est des choses qui s'estompent tout doucement et puis qui redémarrent sur autre chose. Dans les techniques qu'on a aussi pour les enfants, on peut utiliser des onguents, c'est-à-dire des crèmes. On peut utiliser des adjuvants extérieurs pour aider. Par exemple, les crèmes grasses ou les crèmes échauffantes ou rafraîchissantes sont intéressantes quand on a des choses où il y a de la chaleur. Le fait de prendre une crème neutre et puis d'y mettre un peu de menthe dedans, coupé en petits morceaux, c'est quelque chose qui va être rafraîchissant, ça va aider une forme de circulation. De prendre de l'ail ou une goutte d'ail et de le mettre sur un point, sur une zone, c'est quelque chose qui va être échauffant, qui va permettre
comment dirais-je, de désinfecter, puisque c'est un antibiotique naturel, l'ail. Donc, quand on a des petites éruptions, si on veut dégager, on peut mettre une petite goutte d'ail. Mais on peut utiliser également un tout petit peu de piment dans une crème neutre pour pouvoir échauffer, parce que si on veut trouver un endroit et puis mettre un peu de chaleur, parce que ça ne circule pas très bien et on voudrait que ça ne soit pas blotti, fermé, concentré, on voudrait que ça prenne un peu de gonflement, on va mettre quelque chose qui soit échauffant. Et à l'inverse, on peut utiliser des choses qui sont plus rafraîchissantes comme l'onguent. Et ça nous amène à une gestion de la dynamique et du ralentissement. C'est-à-dire, il y a des zones dans le corps où c'est très dynamique, il faut les calmer, et puis il y a des zones dans le corps où c'est pas du tout dynamique et qu'il faudrait accélérer. Et cette notion de dynamique, cette notion, on va simplifier en disant, quand c'est dynamique, ça chauffe, ça bouge trop. Donc là, il faut calmer. Et quand c'est froid, c'est ralenti, c'est que c'est trop froid, c'est bloqué, ça ne circule plus. Dans ces deux systèmes-là, on va avoir des thermostimulations. On va jouer sur de l'apport de chaleur ou de l'apport de frais ou de froid en fonction de ce dont on a besoin. Donc, on fait la différence entre apporter du chaud, du très chaud, du brûlant, ou d'apporter du frais ou du froid. Il y a toute une gamme de variétés entre le très chaud brûlant, le chaud, le tiède, le chaud de base, et le brûlant, ou le froid glacé, je ne sais plus j'en suis. Peu importe, vous avez compris qu'entre chaud et glacé, il y a toute une variété. Le glacé, on vous entend la question tous les jours, qu'est-ce que je dois mettre, du chaud ou du froid? Je ne sais pas, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que je veux faire? Et c'est en fonction de ce que je veux faire. Si je mets du glacé, ça va bloquer les choses. Alors, c'est très intéressant quand on a un coup immédiat où ça saigne. Si je mets du glacé, ça ferme, ça serre tout, ça ne saignera pas plus. Super. Mais est-ce que je dois le laisser longtemps? Si je laisse longtemps, ça va tellement bloquer le système qu'on va bloquer la circulation et ça va s'inflammer. Donc, il ne faut surtout pas que ça dure. Donc, quand on en voit qu'il y a des gens qui gardent des poches de glace sur les genoux pendant des semaines et des semaines, c'est une catastrophe. Là, vous créez du rhumatisme, vous créez des inflammations. Et plus on met plus ça s'inflamme, plus on met de la glace. On ne va pas s'en sortir. Donc, va falloir passer sur quelque chose de plus frais. Le frais, c'est intéressant parce que ça resserre en surface, d'accord, mais ça active en profondeur. On connaît la technique des montagnards, quand ils ont des engelures, ils prennent de la neige et puis ils se frottent. Ça met du frais en surface et à l'intérieur, ça va activer la circulation du sang pour que ça revienne réchauffer le système. Donc, c'est moindre blocage avec une réaction. Le tiède, c'est la même chose. C'est une circulation, une petite dilatation qui va permettre d'ouvrir, d'activer la seule chose. Et le brûlant, c'est quelque chose qui va dégager rapidement, qui va être beaucoup plus violent pour dégager, pour forcer une levée de quelque chose qui bloque. Alors, par exemple, le brûlant, on va l'utiliser sur un abcès avec une rondelle d'ail, c'est-à-dire qu'on met du brûlant, ou sur une verrue, on utilise du brûlant. On brûle les verrues, hein, on ne les sédit pas. Donc, on va mettre ou du très froid pour que ça se resserre, ou on va la brûler avec du très chaud. Donc, alors, attention, quand on parle de brûlure, du brûlant, ce n'est pas d'amener à faire des cloques. Hein. Le brûlant, c'est une concentration de chaleur qui est très intense et qui n'est pas confortable. C'est ça. Donc, on va faire très attention. Alors, on utilise plein de petits outils. Alors, ça peut être du gros sel, dans de la gaz qui est chauffée à la poêle, ou dans une cuillère à café, ou un œuf dur, ou une petite pierre, ou un petit moxa. Ce sont des bâtons d'armoise de charbon qui nous permettent de chauffer des points d'acupuncture. Alors, il y a des tout petits points, des tout petits moxa pour faire des tout petits points. Et on a des techniques de précaution où on va mettre nos doigts pour essayer de chauffer tout doucement et puis vérifier qu'on ne brûle pas l'enfant. Voilà. Et puis le frais, pareil, on peut utiliser des glaçons, on peut utiliser des linges réfrigérés, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Mais, toujours pareil, vous devez respecter qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai analysé,
et comment je vais le planifier, quel est l'objectif que je veux avoir. Et ça doit avoir un sens. Et ce n'est pas une règle absolue. En cuisine, ça ne nous viendrait pas à l'idée de rafraîchir un plat en jetant des glaçons dedans. D'accord? Ou vous le retirez du feu, ou vous y mettez un peu d'eau. Mais jamais vous mettrez des glaçons. Donc, c'est exactement pareil. Donc, et quand on a une sauce qu'on veut faire chuter en température, qu'on veut clarifier, eh bien pareil, on va tout doucement mettre du tiède et puis aller sur du frais pour essayer de la faire chuter en température. On ne va pas mettre du froid tout de suite parce que sinon, ça va faire des grumeaux. Mais pareil, si vous avez un verre en cristal que vous avez lavé à l'eau chaude, vous n'allez pas le tremper dans de l'eau glacée derrière. Il va éclater. Donc, vous allez le clarifier, vous allez tout doucement diminuer du chaud, on va passer au tiède et on va arriver sur du frais. Mais c'est exactement pareil quand quelqu'un qui a très chaud, si vous lui mettez du très froid dans le ventre, la réaction du corps, c'est de réchauffer. Donc, ça va remonter en température. Tandis que si vous y mettez du tiède, progressivement, le corps va l'accepter, ça va se confondre, et puis il va descendre en température parce que l'eau qui va arriver dans le corps va pouvoir éteindre le feu qui est présent. Parce qu'on éteint le feu avec de l'eau, pas avec des glaçons. Donc, on a ces petits outils de simulation, et puis on a d'autres outils, des outils de percussion. Tout à l'heure, je vous parlais de percussion au niveau de la colonne vertébrale. On a ces petits outils qui permettent de faire réagir le corps. On utilise des faisceaux de cure-dents pour percuter tout doucement la peau, pour dégager. En fait, la percussion est un stimuli qui passe outre la chaleur. On n'a pas besoin de mettre de chaleur, mais ça permet de resserrer, d'agresser pour que la stimulation se vienne dans la striction. Et du coup, ça permet de dégager des hématomes, de dégager des traumatismes. Voilà. Donc, le fait de percuter tout doucement, c'est intéressant. Et puis, il y a des outils à dépression. Voilà, vous connaissez les aspivenins. Ce sont ces petites ventouses qu'on peut utiliser chez l'enfant quand il y a des congestions importantes. On retrouve ce genre de pratique, aussi bien que ce soit d'ordre organique, quand les organes sont très atteints. On peut utiliser ces petites aspirations pour désobstruer, pour retirer quelque chose qui ne va pas. Alors, cette notion de désobstruer fait appel à une notion que nous ne connaissons pas très bien dans la médecine occidentale. Je ne le nomme pas comme en Chine. Il y a ce qu'on appelle la perversion. Il y a des choses qui sont perverties ou qui pervertissent le corps. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui viennent se surajouter à notre programme. On va bien et brutalement, je me prends un coup de froid et ce programme vient se rajouter à moi et je suis congestionné, j'ai mal à la tête, je déclenche une sinusite. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la perversion. Et là, ce programme qui vient se surajouter à mon fonctionnement, il va falloir le dégager. Et il y a cette notion de dégagement, de désobstruction. Il faut retirer, il faut virer ça. On ne peut pas forcément le transpirer. Et si vous le connaissez, quand on prend froid, les anciens, ils vous donnaient un grog pour dégager par la transpiration le froid vers l'extérieur. Ça va être un chocolat chaud pour un enfant, on va mettre un peu de cannelle, on va mettre quelque chose qui soit un petit peu piquant, légèrement piquant. Une poire, c'est piquant, pour vous dire ce que c'est que du piquant pour un enfant. Donc, on va dégager ça vers l'extérieur et ça va permettre de remobiliser et faire sortir le froid qui essaie de rentrer de la surface vers la profondeur. Donc ça, c'est la perversion dite externe, aussi bien que la chaleur. Quand on prend une insolation, il va falloir dégager cette chaleur. Il faut qu'elle sorte, il ne faut pas qu'elle reste. Et le mieux, c'est de faire transpirer. Mais il faut que préalablement, je me sois assuré que j'ai bien de l'eau dans l'organisme ou que j'ai des apports de liquide corrects. Parce que si je fais transpirer et que je n'ai pas, ça ne marchera pas. Voire ça peut aggraver. Donc, il y a cette notion où il faut dégager les choses. Et dans la notion de dégagement, il y a des perversions dites internes, c'est-à-dire que nos organes peuvent être pervertis par un toxique,
par une habitude alimentaire. Si tous les jours, vous prenez un whisky matin, midi, soir, à la fin de la semaine, je pense que le whisky sera toxique. D'accord? Il va commencer à nuire à votre organisme. Et l'ordre que le whisky aura donné, il va falloir le dégager. Alors, pareil, il y a des façons, des techniques où on va retirer ces ordres qui viennent se surajouter au bon fonctionnement des organes. Et alors, des fois, c'est on va chez papy, mamie, et puis papy, mamie, pour faire plaisir aux petits, ils donnent que des bonbons, que des chocolats, ou que des trucs comme ça. Et vous arrachez les cheveux parce que systématiquement, quand ils reviennent, c'est pas bon. Allez, donc là, il va falloir dégager et aider. Sinon, vous avez le nez qui va commencer à couler, vous allez avoir les glaires qui vont apparaître, les poumons vont s'encombrer parce que les liquides vont s'épaissir avec le sucre. Voilà. Et donc, toute cette physiologie, quand vous l'avez compris, tout de suite, vous dites, on va enrayer le problème, on va traiter ça, on dégage, et on n'en parle plus. Donc, voilà, il y a cette notion de dégagement. Mais cette notion de perversion, elle a aussi un objectif de vigilance chez nous, c'est quand on est dans l'analyse, quand on est dans l'observation, vous allez vous rendre compte qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a un envahissement, qu'il y a quelque chose qui vient se surajouter au bon fonctionnement de l'enfant. Et que ce n'est pas quelque chose qui est déficitaire ou qui est bloqué, mais il y a quelque chose qui va perturber. Et on aura plein de signes qui vont nous montrer qu'il y a une perturbation. À ce moment-là, on sait qu'il va falloir dégager ça. Et on ne peut pas le traiter comme si c'était un blocage normal. Je ne peux pas traiter, si j'ai pris un coup de froid et que derrière, on dit c'est un blocage, je vais te faire un massage, ça va circuler. Le lendemain, je suis encore plus malade, j'ai une bronchite, et le surlendemain, je fais une infection urinaire, et le surlendemain, ok, ça va de plus en plus, c'est pire en pire. Donc, on ne va pas faire ça. Et d'ailleurs, ça ne vous viendrait pas à l'esprit, quand vous avez pris froid, de demander un massage pour… vous savez très bien que si on vous masse, ça va libérer, ça va du moins éclater votre système de défense immunitaire et ça va éparpiller l'agression que vous avez localisée, soit un mal de gorge, soit à la tête, soit sur une sinusite, et là, ça va l'éclater, et ça sera pire. Donc, quand on a analysé tous les symptômes, comme quoi on voit qu'il y a la peau qui frissonne un peu, que la langue elle est un petit peu blanche, qu'il y a des glaires qui sont un peu plus fluides, que le nez qui coule, que l'enfant il est très content de la chaleur, tout ça, on se dit, là, il y a un problème. Il y a un problème où il a besoin de se solliciter, de se mettre en mouvement, et il y a un envahisseur qui vient l'embêter. Et là, il faut le dégager. Donc ça, c'est cette notion de perversion qui nous importe assez pour ne pas faire, pas des bêtises, mais pour ne pas nuire et être vraiment à l'écoute. Mais comme je vous le disais dans la deuxième émission, je vous parlais du Shanganun, ce fameux livre chinois qui parle des 113 façons que le froid attaque le corps. Dans les 80 premières façons que vous connaissez, c'est-à-dire le rhume, l'agression pulmonaire, la bronchite, tout ça, il y a dans ces 80, au moins 40 erreurs que nous faisions parce que c'est très difficile de gérer la pathologie. Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, au mieux d'avoir un raccourci pour traiter tout de suite, on va passer par une diarrhée, on va passer par… Ce n'est pas grave. Au moins, ça bouge. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge, que ça change. Tant que ça change, c'est bon signe. Dès que ça stagne, c'est pas bon. Il faut faire bouger les choses. Dès qu'il y a du mouvement, ça veut dire qu'il y a un vide, ça veut dire qu'on a créé quelque chose, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et ça va, ça se succède et c'est parfait. Il ne faut pas des choses qui s'arrêtent. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'approche de l'action pour l'enfant. En conclusion, si on veut sécuriser notre geste, si on veut vraiment être confiant dans notre geste, ça ne pourra se faire que vraiment avec l'observation, l'analyse et la planification. J'insiste là-dessus, mais on l'a vu en soins ce week-end, on sent un enfant qui est pris, où il y a des liquides sur la partie haute du corps. Dès qu'on touche le haut du corps, c'est très humide et la partie basse, elle est plus sèche. Mais dès qu'on commence à faire redescendre les liquides, à activer la circulation, la respiration, la peau devient sèche là-haut. C'est bon, on a le résultat.
c'est parfait. Et l'enfant va commencer à respirer et ça va déconcombrer le haut, ainsi de suite. Et ça, c'est de l'immédiateté et c'est de l'efficacité que tout le monde peut réaliser. Mais c'est juste qu'il faut le connaître. Oh, avez-vous des questions? Ça me permet de souffler un peu. Marie-Aude, je vais te poser une question. Voilà. Comment va la petite? Alors, Luce a passé un week-end ultra apaisé. Ah bon, ben ça va. Ultra apaisé et du coup très libéré, quoi. Libéré, toujours à sourire, à être dans le partage, à pas être bougon, quoi. Parce que mal quelque part. D'accord. Et sa danse, ça a été? Mais pour le moment, il y a rien qui sort, mais par contre, elle est beaucoup moins. Irrité, quoi. Ouais, elle s'acharne beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. D'accord. Donc, on continue les, les soins et on va voir ce que ça donne. Le seul truc qui a évolué un peu à l'envers, je trouve, c'est sa tache là qu'elle a sur la joue. Et elle a marqué un peu plus? Elle est marquée un peu plus et j'ai l'impression, elle est sèche Ouais. et j'ai l'impression qu'elle s'étale un peu. Et c'est rouge? Oui, Tu as essayé le blanc d'œuf? oui. On va réfléchir à ça. Bon. Ok. Je suis un peu fou, hein. Je suis un peu fou parce que je fais des consultations comme ça en direct. Si jamais je me plante, vous vous rendez compte, c'est catastrophique, hein. Ma crédibilité, elle n'est pas bonne, là. Mais bon, mais c'est pas grave, faut tenter le coup. Bon, mais il faut regarder cette tâche, cette histoire de tâche. Mm. D'autres choses, des questions? Marie, tu as des questions sur la suite, non? Euh, L'observation, quand vous répétez sur l'observation, effectivement, on essaie tous les jours d'observer ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, mais ça reste un exercice quand même pas simple. Ouais. Et du coup, les questions, elles viendront sans doute en suivant, en fonction des réactions de la petite, quoi. Ben, bien sûr, mais bien sûr. Mais au départ, c'est pour ça que plus on a une base de comparaison, plus c'est facile après de voir la différence, quoi. Il faut créer sa base au départ, prendre le Mm. maximum d'informations, et puis quand on commence à voir que dans un coin, ça a changé, ah, ça y est, j'ai fait une différence et je vois. Et c'est là que je vais commencer à analyser. Mais il faut ouvrir cette ouverture à l'observation qui est le plus important, quoi. Mm. Mm. OK. Mute, des questions? Oui, une question de Brita. L'index représente quel organe? Le foie. Le foie. Le fait de travailler, de tirer sur le, ça va traiter le foie. Le foie organe dans sa dynamique, dans sa dynamique congestive. Voilà. D'accord? Ce qui fait que si vous avez un petit enfant et que vous appuyez sur la partie costale sous droite, le fait qu'il rejette, qu'il refuse ça, le fait de travailler sur l'index, ça va le décongestionner. Vous faites ça une cinquantaine de fois, vous touchez le foie, ça va le décongestionner. Ça va restaurer quelque chose. Après, ce n'est pas la panacée dans le. On n'a travaillé qu'une seule chose, hein. Il faudra vérifier que les autres systèmes fonctionnent ensemble. Mais déjà, ça, c'est un truc. Oui, c'est le foie. Donc, je répète, hein, la rate, le foie, le cœur, poumon et les reins. Et peut-être, justement, Marie-Aude, de commencer à masser un peu le petit doigt. Figurez-vous que c'est exactement ce que j'ai saisi dans ce que vous disiez, on se l'est dit avec Christophe. On allait Et voilà, d'accord. activer tout ça. Et puisque la circulation est meilleure, d'accord, Mm. puisque ça a décongestionné, donc là, on peut passer dans la deuxième phase et dire maintenant, on va travailler là-dessus. Ouais. D'accord? Ouais. Voir un petit peu ce que ça donne, voir déjà s'il présente quelque chose, si c'est un peu humide ou pas, et voir un peu ce qui se passe. Ok. Autre question? Oui, pour la séance d'Anis, vous avez travaillé sur la poussée dentaire avec des massages au niveau du visage ou pas? Non, je n'ai pas travaillé sur la poussée dentaire. Non, je n'ai pas travaillé sur la poussée dentaire. On avait travaillé sur les reflux.
Non, 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 j'avais soulevé le problème d'Anaïs parce que je savais que la petite Luce avait ça, ce problème de dents qui faisait mal. Mais Anaïs, je n'ai pas travaillé ça. J'ai travaillé le reflux et j'avais travaillé sur. Alors, le reflux, c'est le problème du foie. C'est-à-dire que le foie, normalement, sa fonction, c'est d'être généreux et de distribuer partout. Et quand il est congestionné, bah, il fait remonter bah, c'est des nausées, barbouillé, j'ai pas faim, hein, la colère, l'irritation, les mal de tête, la maux de tête, tout ça. Et du coup, ce reflux qui était stimulé peut-être par ce foie qui était un petit peu chaud, j'avais travaillé une fois le foie et j'avais travaillé la rate auparavant, en première fois. Première intention, l'autre côté. Puis après, j'ai travaillé la deuxième fois le foie. Et souvent, en fait, il y a des conflits entre les deux. Il va falloir régler, quoi. Mais non, je vais travailler ça, il me semble. Après, d'autres questions? Vous ne posez pas beaucoup de questions, hein. Bon, ça va, Miout? Tout ça? Oui, Bon, il n'y a pas d'autres questions, donc voilà. je vais croire que je suis clair. Bon, c'est pas bon signe. Ça veut dire que je n'ai pas à me progresser et c'est pas bon. Ça, il faut que je progresse. Il faut me mettre en défi, il faut me provoquer un peu. C'est comme ça que j'apprends, que je peux partager. Bon, bah, écoutez, pour cette soirée, bah, on va peut-être arrêter là, hein. C'est déjà pas mal. Et bah, continuez à observer. Et on se retrouve dans 3 jours et on parlera de la validation des résultats et tout ça. Voilà. Au revoir tout le monde. À bientôt. Passez une bonne soirée. Profitez de vos enfants et préparez vos questions. Au revoir.